D'abord, deux autres manchettes qui n'étaient pas là tantôt, mais qu'on vient d'apprendre, notamment, vous savez, Claude Poirier dénonce régulièrement les sentences qu'il appelle les sentences bonbons. En fait, il y a le ministre de la Justice qui, dans un geste tout à fait inhabituel, vient de s'interposer et va en appel d'une sentence qui a été rendue dans un cas récemment du côté du Québec. Il s'agit du cas d'André Cossette, 37 ans, qui, lui, avait agressé sa femme, battu sa femme et qui avait été condamné finalement à 3 mois de prison. Mais voilà que le ministre de la Justice, en sa qualité de procureur général, va en appel de cette décision-là. On aura le ministre Marc Bellemare un peu plus tard avec nous. Et aurons-nous des hausses de tarifs à Hydro-Québec très rapidement? En tout cas, il y a des audiences qui sont prévues et puis on aura avec nous le président d'Hydro, André Caillé, un peu plus tard. Mais pour l'instant, parlons de ces hausses inévitable du côté des garderies. Les garderies à 5 $, oubliez ça, en tout cas pour nous le monde. Sophie Bérubé va nous en parler dans un moment, parce que du côté de Québec, on a différents scénarios qu'on envisage. Elle est là, Sophie? Bonsoir. Bonsoir. Oui, du côté de Québec, effectivement, on avait promis des consultations. Il y en aura, mais déjà, Québec a pas mal ses plans en main, là. Je pense que Québec a annoncé ses couleurs aujourd'hui. On a beau parler de consultation. Je vous parle des 3 scénarios envisagés pour financer ces nouvelles places en garderie. Alors, on parle premièrement de la possibilité d'avoir un tarif fixe de 7 $. Donc, on augmenterait de 2 $ pour tout le monde, sans égard au revenu familial. Dans un deuxième scénario, on parle de la possibilité d'imposer entre 5 et 10 $ de tarifs aux familles qui gagnent plus de 70 000 $. Finalement, au troisième scénario, on parle d'indexer carrément les coûts de 5 $ en fonction des coûts moyens d'exploitation. Ce que ça veut dire, c'est que, par exemple, en 2006, ça coûterait 7,50 $ pour les familles d'avoir une place en garderie. Alors, on comprend qu'il n'est plus question de garderie à 5 $. Ça, c'est ce qu'on doit comprendre. Ça, c'est clair. Puis on a demandé au ministre, justement, de nous expliquer un peu pourquoi. On l'écoute. Autant M. Landry que Mme Goupil que les garderies à 5 $ ne pourraient pas être éternelles. On a vu des coûts qui sont passés de 290 millions à 1,3 milliard et à 1,7 à terme. On parle de 5 $ d'il y a quelques années. Mais il n'y a pas qu'une question de coût, il y a un manque de place aussi, c'est flagrant. Tout ça, on avait promis 3 000 nouvelles places. Qu'en est-il? On avait promis 3 000 nouvelles places en garderie privée, mais dans tout le réseau, on avait promis 30 000 places d'ici 2006. Alors, il y a toujours 30 000 petits Québécois qui sont toujours en attente d'une garderie à 5 $. Le problème, c'est que la ministre de la Famille nous dit, bon, ben écoutez, on a autorisé ces places-là. Maintenant, il faut que les garderies elles-mêmes se concertent pour aménager leurs locaux, pour accepter justement ces nouvelles places chez eux. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Grand Prix de Montréal, Grand Prix de Formule 1, tout le monde se mobilise. Il y a les gens d'affaires qui se joignent aux politiciens. En fait, Maryse Gagnon, on veut véritablement un mouvement pour garder à Montréal ce Grand Prix. Qu'est-ce qu'on compte faire? La meilleure solution nettoyante pour la peau sèche n'est pas dans une bouteille. On les perd de vue 2 secondes et le drame peut survenir. Et c'est ce qui est arrivé dans le cas d'un bambin de 2 ans de Saint-Apollinaire dans la région de Québec. Denis Thériault, en fait, la maman qui a manqué d'attention quelques secondes et l'enfant qui s'est lancé dans la rue. À peine quelques secondes, Pierre, et il y a eu ce triste événement. Cette dame assise sur son balcon, voyez le feu derrière chez elle. Un incendie qui a déjà ravagé 10 000 hectares de forêt et de champs. 15 personnes qui ont péri par asphyxie. Les autorités pensent que le feu aurait été allumé volontairement, tout comme cet incendie en Espagne dont on vous parlait un peu plus tôt cette semaine. Du côté maintenant de la Russie, la vague de chaleur enveloppe là-bas une bonne partie de l'Europe, mais ne touche plus Moscou. Mais c'est maintenant la pluie là-bas qui cause des problèmes. Vous le voyez, en une nuit, il est tombé sur la capitale russe plus de la moitié de la pluie normalement mesurée pour tout le mois d'août. Ça a causé bien des retards dans les transports en commun et des routes qui ont été inondées. Le désormais célèbre Wilfred grave enfin les premières notes de son premier CD à Paris, en compagnie de son idole et nouvel ami, Zachary. Fantastique épopée qui captivera toute la famille. Prolongez votre bonheur en profitant des nombreux forfaits de l'auberge de Baluchon de Saint-Paulin, en Mauricie. 1966. Génération 60. Mercredi 19h à TVA. Mais est celle de toute ma carrière au cours de laquelle j'ai le plus ri.
Vous pouvez en être témoin et rire autant que nous ce mercredi, 19h30. Qui est rendu à Paris. Bien, il est rendu à Paris, donc il a quitté hier pour son tout premier voyage outre-mer. Il s'en va à Paris pour une bonne raison, c'est qu'il va travailler à l'enregistrement de son premier album solo. Et dans ce projet, là, qui est un rêve pour Wilfred, eh bien, il a obtenu la collaboration de son idole, le chanteur Zachary Richard. Donc, les pièces qu'il va enregistrer à Paris sont des compositions, entre autres, de Zachary Richard, qui va accompagner Wilfred, donc, pour réaliser une partie de cet album. Un disque sur lequel on va trouver une chanson qui a porté chance à Wilfred et qu'on a entendu plusieurs fois lors de Star Academy. Et évidemment, je vous pose la question, vous allez me dire, ben oui, c'est Jean Batailleur qui l'a interprété à plusieurs reprises. Et c'est un court séjour en Europe. C'est sûr qu'il y va pour une première fois, mais il va rester 5 jours. Et 5 jours où il n'y aura pas beaucoup le temps de visiter parce qu'il doit donc enregistrer des chansons avec Zachary. Et plus tard, il va revenir au Québec et il va finir cet album, donc un premier album solo pour Wilfred. Et si vous nous parlez de vedette en devenir, il y a la petite Audrey de Montigny qui a passé une autre étape importante hier à Kennedy Idol. Oui. Vous dites la petite, hein, puis c'est toujours trompeur à la télévision. Là. Elle est grande, elle est grande, elle. Elle est grande. Mais la petite en âge. Oui, la jeune petite. On l'aime comme une petite, effectivement. Oui. Et oui, évidemment, elle avait l'air, elle aussi étonnée que bien des gens. On regarde sa réaction hier soir. Canada voted. Stay on that couch, because you're safe. Elle a fait ouf, Pierre, et je pense qu'on était plusieurs dans notre salon à faire ouf aussi, parce que c'était du soulagement et aussi de la joie. Pour dire vrai, je ne sais pas si vous étiez comme moi j'avais un peu peur, parce que quand je l'ai entendu lundi, honnêtement, là, c'était pas sa meilleure performance, sa meilleure prestation. Mais et probablement que les votants ont tenu compte de sa performance à toutes les semaines. Oui, c'est sûr et certain. Puis aussi, elle a quand même, je veux dire, elle a l'étoffe d'une star. Elle arrive sur scène malgré ses 18 ans et elle a vraiment une prestance que plusieurs pourraient lui envier. Mais cela dit, lundi, sa prestation, c'était pas suffisant. Là. Donc, effectivement, elle était soulagée. Elle fait partie des 6 finalistes. Et là, vraiment, on va la suivre de plus en plus près. Oui. Et évidemment, lundi prochain, elle va rechanter. Les gens pourront voter encore 2 heures, mais on en reparlera de toute façon. J'espère qu'elle va retrouver son assurance qu'elle avait dans cette semaine. Hein? Tout à fait. Oui. Et puis, un record à la radio pour un extrait du spectacle musical Don Juan. Exactement. Et ça bat vraiment tous les records. La pièce Changée, qui est interprétée par Marie-Ève Janvier et Jean-François Brault, qu'on voit à l'instant, eh bien, est demeurée en tête du top 100 à la radio pendant 15 semaines consécutives. Et c'est beaucoup parce qu'à la radio, 15 semaines consécutives, il me semble que les chansons changent à toutes les 2-3 semaines un nouveau hit. Mais là, 15 semaines, c'est très bon pour cette pièce musicale. Le spectacle va être présenté au Théâtre Saint-Denis en 2004. Merci beaucoup, Pascal. À demain, Pierre. On est là à vous parler de ces grandes vedettes. Moi, je vais vous parler d'un impresario qui nous a quittés aujourd'hui. Je dirais que c'est l'impresario des enfants malades. C'est Pierre Touzin, qui est président-directeur général d'Opération Enfant Soleil. Pierre Touzin qui œuvrait à Opération Enfant Soleil depuis près de 14 ans maintenant. Il est décédé aujourd'hui d'un cancer. Il avait appris l'an dernier qu'il était atteint lui-même de leucémie. Ironique, lui qui défendait justement tous ces jeunes qui se battent pour leur vie. Il avait 61 ans, père de 4 enfants. J'ai eu l'occasion de le côtoyer beaucoup, Pierre Touzin. Je vous dirais que, comme plusieurs l'ont rencontré aussi certainement, c'est un bonhomme convaincu et convaincant. Pierre Touzin qui était un partenaire de la Fondation Charles Bruno dans tout ce beau projet qu'on a réalisé à l'hôpital Sainte-Justine du Centre de cancérologie Charles Bruno. Alors, à la famille de Pierre Touzin, aux gens d'Opération Enfant Soleil, je dirais aux organisateurs de tous ces bénévoles qui s'impliquent jour après jour, nos sympathies parce que vous perdez là un leader vraiment inestimable, et inestimé surtout. Et on va passer à Avec 2 fois plus de décès qu'en temps normal à Paris, la France tout entière râle pour un peu d'air frais. Oh. 17h26. Est-ce qu'on aura des hausses de tarifs à Hydro-Québec avant la date prévue? Parce que vous savez que l'ancien gouvernement avait établi un décret, un gel des tarifs jusqu'au 30 avril 2004. Mais voilà que mon collègue Robert Plouffe a appris du côté de Québec que le Conseil des ministres a adopté lundi un décret permettant à la régie d'écouter Hydro-Québec qui va déposer... Je pense que c'est déjà fait même, puisque le président d'Hydro-Québec est avec nous, M. André Caillé. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez déposer une demande de hausse de tarifs pour le mois d'octobre. Oui, c'est ce qu'on va faire. On va demander une hausse de tarifs pour l'année 2003 et on va demander également une hausse de tarifs pour l'année 2004. De combien? De 3 %.
en 2003 et de 3 également, 2,98 en 2004. Est-ce qu'on peut vous demander pourquoi vous revenez si vite pour une hausse de tarifs alors que c'était gelé jusqu'en 2004? Premièrement, parce que ça fait 5 ans. Ça fait depuis 1998 que les tarifs sont gelés. Et deuxièmement, parce qu'on veut éviter les chocs tarifaires. On s'est engagé vis-à-vis de notre clientèle à faire en sorte qu'au Québec, il ne se produise pas ce qui est arrivé dans d'autres juridictions, c'est-à-dire des augmentations qualifiées de faramineuses de 15, de 20, voire de 50 %. Nous, on veut éviter ça et on veut présenter à notre clientèle des augmentations modestes, mais des augmentations qui vont venir régulièrement. Ça veut dire combien, ça, pour un contribuable, pour les consommateurs? Une résidence moyenne, c'est 40 ça dont on parle. 40 par année, dans des conditions normales de température. On a eu un hiver assez exceptionnel l'an passé. Oui, ça voudrait dire un peu plus. Là, disons que l'hiver plus froid que la normale, juste ça, c'était 70 de plus, avec les tarifs existants, bien entendu. Alors, vous voyez qu'il s'agit d'augmentations modestes. Qui plus est, ces augmentations vont être égales quel que soit le secteur. Ça va donc être 3 pour l'industriel, 3 pour le commercial, 3 pour le résidentiel. Voilà. Mais dans le cas du résidentiel, il nous a été demandé par le gouvernement de moduler le tarif pour faire en sorte que les augmentations soient moins grandes pour les petits clients que pour les grands clients. Bon. Ça, aidant en cela les moins bien munis dans la société. Je comprends jusque-là, mais au dernier budget, le ministre Séguin vous demandait 600 millions de plus. Puis je me rappelle très bien que vous avez dit, on va le faire, mais on va devoir couper à quelque part. Ah, monsieur, est-ce que vous avez assez coupé? On prend tous les moyens pour le faire. Oui, parce que, enfin, entre autres, cette demande d'augmentation tarifaire est accompagnée par un gel des dépenses. Par un gel des dépenses qui, lui, va s'étendre 2004, 2005 et 2006. Alors, avez-vous assez coupé? On contrôlait les dépenses avant ces événements-là. Ce qu'on dit en même temps, c'est qu'on va contrôler de façon très serrée les dépenses d'exploitation. Il y a des dépenses qu'on serait d'accord pour augmenter. C'est les dépenses d'immobilisation. C'est celles qui nous permettent de réaliser des grands travaux. C'est celles qui nous permettent de créer de l'emploi. Est-ce que parallèlement à ça, on pourrait entendre qu'il y a des ententes particulières avec des entreprises pour des tarifs presque à zéro? Ah, non, il n'y a rien de tout ça. Il n'y en aura plus de ça. Il n'y en a plus de ça. Et ça s'est arrêté d'ailleurs il y a quelques années déjà. Les tarifs, c'est une question d'équité. Les tarifs, ils doivent être les mêmes pour tous. On consomme, on paye. On consomme, on paye. Puis là, ça doit être une structure de tarifs qui reflète au plus près les coûts. Mais la loi 116, la dernière loi concernant Hydro-Québec, a dit que l'interfinancement entre les catégories de clients s'était gelé là où c'était. Alors, il n'y en aurait plus de déplacement de ce genre. Alors, on pense que ça pourrait entrer en vigueur au mois d'octobre, mais il y aura des audiences au mois de novembre quand même. Ce dont on parle aujourd'hui, c'est du dépôt par Hydro-Québec d'une demande à la Régie. Alors, à la Régie, tous auront l'occasion d'intervenir. Hydro-Québec, évidemment, va le faire elle-même. Et tout sera étudié, puis il y a des décisions qui sont rendues. On souhaite que l'augmentation de 2003 prenne effet, effectivement, le 1er octobre 2003. Parce que c'est assez clair que... Vous avez besoin d'argent. Dans la décision de la Régie, la décision sur phase 1, la Régie reconnaissait déjà que Hydro-Québec Distribution avait des besoins qui allaient de l'ordre de 6 à 7 des tarifs. Bien, on verra ça, là, si la Régie vous donne l'autorisation d'augmenter. Merci. Merci, M. Caillé. Au revoir. C'est l'heure du commentaire de Claude Poirier à 17h30. Claude, cette décision rendue par le tribunal, finalement, de condamner Conrad Brossard à 25 ans de prison, bien sûr, ça nous remet tout en parallèle également, tout en cause les libérations conditionnelles, parce qu'on sait que lui-même était en libération conditionnelle au moment où il a commis son dernier crime. On se rappellera qu'au moment où M. Brossard a été remis en liberté, il avait été condamné à une sentence de plusieurs années relativement à une affaire d'enlèvement et tentative de meurtre sur la personne de Mac Lapierre. Il avait été laissé pour mort dans la région de Sorel. J'ai parlé aujourd'hui à Mac Lapierre. Lui, il n'en revient pas, puis il n'en est pas revenu, puis il a même décidé de poursuivre la Commission nationale des libérations. Et on peut se poser des questions, Pierre, comment ce dossier-là a été traité? Parce qu'on se rappellera que cette dame-là, Mme Clément, malheureusement, a été victime d'un meurtre gratuit. Je parlais aujourd'hui avec la fille de Mme Clément. Elle me dit, maintenant, je veux tourner la page, je suis tombée enceinte, ça ne ramènera pas ma mère, mais je trouve encore une fois qu'au
qu'au niveau des libérations conditionnelles, il y a des questions qu'on peut se poser. Parce que lorsqu'on a des individus qui sont considérés violents, qui ont été impliqués dans des crimes extrêmement violents, moi, je pense que de plus en plus, il va falloir que la Commission nationale des libérations conditionnelles, pour la protection du public en général, se pose des questions et avant de décider qu'un individu est apte à retourner en société, on doit faire des études approfondie pour savoir si ce gars-là n'est pas un risque. Si vous le permettez, Pierre, malheureusement, le temps presse aujourd'hui. Vous savez, pendant vos vacances, il y a eu une grosse nouvelle qui est sortie concernant l'aumônier de la prison de Bordeaux. Vous avez des nouvelles? Oui, j'ai des nouvelles. C'est une primeur. J'ai appris il y a à peu près 20 minutes au niveau de la Sûreté du Québec, mais j'avais eu des nouvelles ce matin. Il y a eu une enquête. On va rappeler rapidement les faits. C'est que le père Jean Patry, qui est aumônier à la prison de Bordeaux, avait reçu une plante comme en cadeau. Alors, l'aumônier a décidé à un moment donné de partir avec la plante puis de l'amener au centre de détention. Il devait l'exposer dans la chapelle, mais à l'intérieur, on a trouvé 2 kilos de hache. Donc, il y a eu une enquête qui a été faite. Je peux vous dire que le procureur de la Couronne qui s'est penché sur le dossier en est venu à la conclusion que malheureusement, le père Jean Patry, l'aumônier qui est très respecté par l'administration et les détenus, a été victime de sa naïveté. L'enquête est terminée au niveau de M. Patry. Il n'y aura pas d'accusation, mais l'enquête se poursuit. Puis il y a sûrement des gens qui avaient intérêt à faire rentrer ça. C'est pas descendu des gens du ciel, cette Non, affaire-là. absolument pas. Puis la plante était belle, il paraît. Hein? Apparemment, elle était très belle. Claude, restez là parce que notre prochain invité, je vais entendre votre réaction après. Claude dénonce régulièrement ce qu'il appelle des sentences bonbons. Vous savez, dans des cas de violence conjugale, par exemple, et comme c'était le cas pour André Cossette, 37 ans, du quartier Charlebourg de Québec, au mois de juillet dernier, le juge André Plante de la Cour du Québec l'avait condamné à 3 mois de prison, lui qui venait d'être reconnu coupable de 5 accusations, 3 de voies de fait, 1 de harcèlement criminel et une dernière d'entrée par effraction dans le domicile de son ex-conjointe. C'est le procureur général qui va en appel. C'est une mesure tout à fait exceptionnelle qu'il a prise. On a avec nous le ministre de la Justice, M. Marc Bellemare. M. Bellemare, bonsoir. Bonsoir, M. Bruno. Comment vous la justifiez, cette décision de vous interposer vous-même pour aller en appel? Bien, il n'y a pas de procédure exceptionnelle dans ce cas-ci. Nous avons décidé de demander à la Cour d'appel de regarder ce dossier parce que les procureurs de la Couronne, qui relèvent de moi, le procureur général du Québec, étaient d'accord sur le fait qu'il y avait un déséquilibre entre la preuve qui avait été présentée et la sentence qui a été prononcée par le juge dans ce cas-là. Mais je vous dirai ceci. D'abord, je ne peux pas commenter le cas de façon spécifique parce que l'affaire est déjà devant les tribunaux. L'inscription en appel a déjà été déposée ce matin à Québec. Mais d'autre part, chaque année, le procureur général en appelle dans à peu près 5 à 600 dossiers. Dans ce cas-ci, il n'y a rien d'exceptionnel. C'est une procédure tout à fait régulière chez nous. Peut-être pas exceptionnel, mais inhabituel, parce que certains avocats disaient aujourd'hui que c'est la première fois qu'ils voient ça dans leur carrière. Non, M. Bruno, chaque année, et depuis 1999, les chiffres sont clairs, de 5 à 600 dossiers, jugements, sont portés en appel devant la Cour d'appel du Québec, ou bien parce que le verdict ne nous convient pas, ou bien parce que la sentence nous apparaît trop faible. Bon. Alors, dans ce cas-ci, c'est exactement la même chose qui a été faite, à la différence, toutefois, que nous avons émis un communiqué ce matin à Québec pour informer la population du fait que l'affaire avait été portée en appel. Bon, l'affaire est portée en appel. Est-ce que c'est un message que vous envoyez en même temps à tous ceux qui entendent des causes semblables? C'est vrai que Claude Poirier, il n'y a pas une semaine où il ne dénonce pas des sentences bonbons. Est-ce que vous trouvez que la justice est de plus en plus tolérante à l'endroit de certains crimes qui sont commis? Je dois vous dire que chaque année, le procureur général que je représente, que je suis le procureur général ainsi que les procureurs de la Couronne qui m'alimentent à ce niveau-là, portent à peu près 100 000 accusations de nature criminelle au Québec. Dans la plupart des cas, les sentences ne sont pas portées en appel, mais dans des cas exceptionnels, lorsqu'on réalise qu'à notre avis, la sentence mérite d'être contestée devant la Cour d'appel, à ce moment-là, je dois décider de l'opportunité de porter l'affaire en appel et toutes les procédures portent le nom du procureur général. Il n'y a pas d'exception dans le cas de M. Cossette. Il n'y a pas d'exception, mais il en demeure pas moins si on regarde les réactions que ça a suscité aujourd'hui. Certains avocats disent, bon, c'est le pouvoir politique qui devient maintenant le pouvoir judiciaire. Est-ce qu'il y a une limite ou une démarcation que vous avez, pensez-vous, franchie? Non, je dois vous dire qu'il n'y a aucune influence de nature politique dans aucun des dossiers. Le procureur général analyse chacun des cas de façon spécifique. Lorsqu'un jugement est émis par une cour, on le regarde, on l'examine, et on voit s'il n'y a pas possibilité d'aller en appel dans les cas où la
sentence ou le verdict du juge nous disconvient. Il n'y a aucune ingérence politique et je crois qu'il faut faire confiance à cette institution importante au Québec que constitue le procureur général, parce que c'est le procureur général qui a le pouvoir de déposer des accusations. C'est quand même un pouvoir majeur, important, de porter un appel et de mettre fin à des accusations. Alors, c'est une institution qu'il faut préserver et qui doit être au-dessus de tout soupçon. Et je pense bien que dans ce cas-ci, comme dans les autres cas, nous avons agi de façon très objective. Bien, merci, M. Bellemare. On va aller à Claude Poirier. Claude, vous venez d'entendre. Est-ce que vous jugez qu'enfin, il y a quelqu'un qui met, comme vous dites souvent, ses culottes? Ben, je pense que le ministre Bellemare vient de poser un geste en disant que la violence conjugale, on doit s'impliquer d'une certaine façon, puis il faut qu'il y ait une tolérance zéro. Mais j'ai pas vu le communiqué. Ce matin, la nouvelle est sortie à l'effet que c'est Marc Bellemare lui-même, personnellement, qui a déposé l'appel en cours d'appel concernant ce dossier-là. C'est pas le cas, M. Bellemare, là. Non, non, non. Dans toutes les accusations et toutes les procédures d'appel portent le nom du procureur général. Oui, sauf dans tous les cas, c'est le procureur général qui décide de prendre les poursuites, de porter les causes en appel, suivant les conseillers, bien sûr, et les opinions qu'il reçoit à l'intérieur même de l'institution du procureur général. Dans ce cas-ci, comme dans tous les autres cas où on a logé un appel, on a jugé que la sentence devait être réexaminée par la Cour d'appel. Ben voilà. Merci beaucoup. Merci. Ça va, Claude? Bye. Au revoir. On va faire un tour du Québec. Brigitte, j'espère que c'est beau comme ça partout. C'est beau partout comme ça, Pierre. Écoutez, sur le facteur Humidex, aujourd'hui, on a eu 36 à Montréal, 30 du côté de